Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaquant de Bischlek, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement lâché, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Plaisir de vous retrouver ce soir pour cette première étape de Paris-Nice. En tout cas, ça va être notre gros morceau du jour, le débrief de la première étape de Paris-Nice. On a déjà parlé des Strade Bianche, donc on va laisser ça de côté. On va faire une petite présentation également de Tirreno Adriatico, parce que vous le savez, les dates de Tirreno Adriatico ont changé et on va débuter dès ce lundi donc sur les routes italiennes de la course des deux mers. Donc programme assez chargé, comme je l'ai dit Paris-Nice, on va aussi évoquer les différentes courses du jour, parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes, même si elles étaient de moindre importance. Et puis dans la deuxième partie d'émission, on va se focaliser bien entendu sur Tirreno, avec en fil rouge, et comme c'est le cas tous les soirs, quand on est en direct en tout cas, eh bien les réponses à vos questions et à vos interrogations. Alors salut à Nassimopoulos, salut à Farouk, salut à Malavita. Tiens, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Rivals Manager depuis un bon petit paquet de temps. Il va falloir qu'on essaye de corriger le tir. Peut-être pas cette semaine parce que ça va être vachement dense avec Tirreno et Paris-Nice, mais peut-être la semaine suivante on va pouvoir faire une petite émission à un moment sur Rivals Manager. Ça peut être une bonne idée. Bref, je vous salue tous comme je l'ai dit. Bonsoir à Malavita. Rien n'est joué sur Rivals Manager. En effet, il y a encore le temps, mais parce qu'on le dit souvent sur Rivals Manager, je vais faire une toute petite aparté, c'est que jusqu'à Paris-Nice et Tirreno, ça peut vite alterner. Il suffit de faire un ou deux gros résultats et on remonte dans le top 100. Mais après Paris-Nice et Tirreno, c'est là où il y a les premiers gros points, donc on commence à s'installer un petit peu plus à sa vraie place, entre guillemets, même si c'est pas définitif. Mais voilà, il y a tellement de points en jeu à partir de Paris-Nice et Tirreno que, en général, on ne peut pas vraiment faire un point avant. Enfin, tout ce qui est pris, bien entendu, n'est plus à prendre, comme le dit la célèbre formule, mais c'est là où les premiers gros points commencent à tomber. Bref, on va se focaliser, comme je l'ai dit, sur Paris-Nice. Paris-Nice qui avait lieu donc aujourd'hui, enfin la première étape avait lieu aujourd'hui, désolé, je me perds comme d'habitude quand je fais tout en même temps et que je suis tout seul. Donc une première étape assez intéressante sur le papier. Je vais aller vous chercher la vidéo du final d'ailleurs, parce que tac, on va couper le son, vous en avez l'habitude, c'est plutôt sympa je trouve, grâce aux petites vidéos d'ASO, de pouvoir se mettre un petit peu le final des courses, se remémorer un petit peu en plus, parce que moi j'avoue que j'ai pas revu l'arrivée, donc on voit ce dernier kilomètre, je reviendrai après sur le scénario. On voit que la Lidl Trek était très tôt devant, trop tôt devant je pense même, parce que vous le voyez là à l'écran, Mats Pedersen n'a très vite plus qu'un seul coéquipier, et derrière on retrouve Coy, on retrouve Michels, on retrouve Laurens Pitty, on voit qu'il y a Michael Matthews également, on aperçoit Sam Bennett qui remonte un petit peu aussi, donc assez esselé, j'ai envie de dire, Mats Pedersen, trop esselé. Vous voyez, à 400 mètres, il y a encore son poisson pilote qui est un petit peu déjà au bout de son effort, ce qui oblige Mats Pedersen à se découvrir très tôt. Là, on le voit sortir de la boîte. Olaf Koy est tranquille, entre guillemets, dans la roue. Vous le voyez, il profite à fond de l'aspiration du coureur danois. Et il sort, lui, allez, ouais, je sais pas, on était peut-être à 100 mètres, 150 mètres, peut-être un petit peu moins. Et il arrive à le taper sur la ligne, mais Mats Pedersen était très très fort, je trouve. Il lui a juste manqué un équipier supplémentaire pour pouvoir remporter la victoire. Et à la troisième place, et ça c'est plutôt une belle nouvelle pour la Groupama FDJ, on retrouve Laurens Pitty. Laurens Pitty qui fait vraiment un très très bon début de saison, je trouve. Je vais bloquer un petit peu le chat, enfin pas bloquer les commentaires, mais le bloquer moi en tout cas pour pouvoir reprendre au bon endroit sur vos commentaires. Donc comme je l'ai dit, victoire de Lafkoy qui devance Mats Pedersen, Laurens Pitty en 3, je l'ai aussi évoqué, Nils Sekov qui revient bien je trouve sur le devant de la scène depuis quelques temps,
Des points aussi, pas mal pour la DSM Firmenich Post-NL, parce que vous le savez désormais depuis l'an passé, c'est les 10 premiers des étapes des courses World Tour qui scorent. Donc 25 points, c'est 2 fois plus qu'une victoire sur une étape de classe 1 pour Nils Ekoff. On retrouve Mikel, ce que j'ai cité, Michael Matthews également. Puis on a Matteo Trentin pour la Tudor, Mathias Kelmose, qui est le premier candidat à la victoire, ou tout du moins au podium, à apparaître au classement. Sandy Dujardin, quelques points qui seront précieux pour la Total Energy. Puis Caden Groves, donc, qui complète ce top 10. Au niveau du scénario, désormais, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Déjà, vous dire qu'il y avait 3 échappés dans le final. Jonas Roch, Stephen Bisseger et Mathieu Burgodeau. C'est Jonas Roch qui portera le classement de la montagne. Je ne vais pas revenir trop sur cette échappée parce qu'elle est assez anecdotique en tout cas. Enfin, elle n'a pas d'incidence sur le résultat final de la course. Juste vous dire qu'il y a eu des bonifs qui ont été prises et ça a fait plaisir de voir un petit peu d'action dans le final. On a vu Egan Bernal très offensif et ça fera plaisir à beaucoup de ses supporters. Je pense que vous le savez, il a été victime d'un très grave accident, Egan Bernal, et il semble là, en tout cas en ce début de Paris-Nice, être en très très bonne forme. Donc c'est plutôt à saluer. 2 secondes de récupérer donc pour Egan Bernal. 4 secondes de choper pour Remco Evenepoel qui lui aussi s'est monté très offensif dans le final. Ça a manqué un petit peu de difficulté, enfin de répétition dans les difficultés pour pouvoir poursuivre un effort et se débarrasser du peloton. Mais l'essentiel est là pour Evenepoel qui a chopé des bonifs, tout comme Jorgensen. Jorgensen a battu Evenepoel lors d'un sprint bonification et il engrange pas moins de 6 secondes de bonification. Donc on verra si ça compte à la fin. Mais en tout cas, Roglic n'a pas fait l'effort d'aller jouer les bonifs, peut-être qu'il n'en avait pas la volonté ou tout simplement qu'il était mal placé sur le moment. Résultat des courses, on a 3 coureurs qui se détachent parmi les favoris. Jorgensen qui chope 6 secondes, Evenepoel 4 et Bernal 2 secondes. Donc c'est toujours ça de prix pour ces 3 coureurs au classement général. Quoi dire d'autre sur cette étape de Paris-Nice? Beaucoup de lâchers. On l'a dit hier avec Greg. Greg, il était là lors de l'émission samedi et on vous disait qu'on avait du mal à lire le profil de cette étape. Enfin, on arrivait à le lire, mais on avait du mal à dégager un scénario type. Pensez quand même, je pense tous les deux, pour en avoir parlé un peu en off avant l'émission, à quelque chose d'un petit peu plus conséquent en termes de peloton. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de sprinters lâchés. Vous voyez Jacobsen qui finit à 6,38, idem pour Gerben Tischen qui finit très loin. On retrouve aussi des coureurs comme Arvid De Klein qui vont perdre 5 minutes. Je vois qu'il y a Groenewegen qui prend 3,30. Arnaud Dely, plus surprenant, même s'il a chuté lors du Samin, il prend aussi 3,30. Des gars comme Battistella qui sont pas des peintres pourtant vont perdre 3 minutes. Idem pour Van Restel. On retrouve Ostetter, on retrouve Ackermann, Pierre Latour, surprenant, qui prend aussi 3,30. Et en remontant, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de coureurs pas majeurs, mais qui pouvaient prétendre à des accessites sur ce Paris-Nice, comme Champoussin, comme Charming, qui se retrouvent déjà loin. Tobias Lund lâché, Cavagna Mirail lâché, ça c'est assez surprenant. Lutsenko, encore plus surprenant, qui perd 1,24 sur ce type d'étape. Arnaud Desmar, normalement un grand Arnaud Desmar, il devait jouer la gagne sur ce type d'arrivée. Storer perd aussi du temps. Tarling, est-ce qu'on s'est accroché? Je ne sais pas, mais vous le voyez, il y a Valgren aussi, il y a les Franchins Van Dyke qui perdent quelques précieuses secondes au classement général. Donc on se retrouve finalement avec seulement 64 coureurs dans le même temps. C'est très peu, enfin dans le temps du vainqueur, parce que j'ai dit il y a des bonifications. Mais voilà, il y a quand même un bel écrémage qui a été fait. En gros, on retrouve un petit peu moins entre un tiers et la moitié du peloton seulement dans le même temps. Donc moi je m'attendais plus à 100-120 coureurs à l'arrivée, peut-être juste des Groenewegen, des Jacobsen de lâcher, mais c'est tout. Et finalement ça n'a pas été le cas. La sélection a été plus forte que ce qu'on aurait pu penser. Bref, vos commentaires désormais avant de passer à la suite et à Tirreno, à Paris-Nice et puis bien entendu au reste, parce que Paris-Nice on va quand même évoquer l'étape de demain juste après. Alors, tac. Merlier et Coy, les 2 meilleurs sprinteurs, c'est bien possible, je trouve, depuis le début de la saison. Pas besoin d'être devin pour comprendre que Roglic allait rester sagement dans la roue de Remco au lieu de prendre un relais. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout le même tempérament. Puis s'il est un peu moins fort ou s'il se sentait un peu moins fort, il n'avait aucune raison de relayer le Belge.
Euh, Bennett, il fait l'effort pour être placé. Oui, c'est ça, c'est ce qui arrive souvent chez les sprinters quand les étapes sont un petit peu trop dures. C'est souvent arrivé à Brian Cocard, je trouve, qui s'accrochait souvent très très bien dans pas mal d'étapes difficiles. Mais malheureusement, bah, comme tu dis, Farox, au moment d'enclencher l'effort final, il n'y a plus de jus. Et c'est compliqué. On a vu Bennett à un moment, si vous regardez le sprint, qui fait un très très gros effort pour revenir à peu près à hauteur de Laurens Pitty. Et je pense que c'est cet effort-là qui lui est au final préjudiciable, parce que comme tu le dis, derrière, bah, t'es cramé, tu peux plus déclencher, quoi. Et c'est assez problématique. Très content de revoir Egan Bernal, en effet, au plus haut niveau. Je pense qu'on est nombreux à, comment dirais-je, à être satisfait de ça. Salut à Cofidis. Malheureusement pour Cofidis, ouais, il a manqué quelques petits trucs. C'est dur pour Cofidis en ce moment. On va venir tout à l'heure sur le Grand Prix Montserrat et j'avoue qu'il y a une dynamique négative qui se met en place et j'espère pour eux que ça va pouvoir s'inverser. Il y a encore le temps, une victoire et ça peut repartir très très vite dans l'autre sens. Mais là, on avait assumé le poids de la course du côté de la Cofidis. On se sentait, je pense, très fort. Et finalement, bah, Brian Cocard, je ne sais pas s'il a été bloqué, s'il y a eu un souci ou quoi, mais bah, il n'a pas pu défendre ses chances au sprint et il termine 14e. C'est pas sa place, hein, devant lui, sans lui faire offense. Barnechea, c'est pas le sprinter de l'année. Jorgensen n'a pas dû sprinter. Je ne suis pas sûr que Lampart et Doul non plus aient fait le sprint. Donc voilà, clairement, on n'est pas à sa place aujourd'hui pour Brian Cocard. Il faudra guetter les différentes réactions pour savoir un petit peu si, bah, comme le dit Farox, on est dans une situation où on a juste manqué de jus, si on a été coincé, si on a déraillé, je ne sais pas. Enfin bref, on verra bien la raison. On verra aussi ce que dit Cédric Vasseur, parce que je crois qu'il n'aime pas trop les excuses, Cédric, surtout quand ça marche pas trop. Donc on verra s'il y a une sortie ce week-end ou pas de la part du manager de la Cofidis. On va rester sur ce Paris-Nice, si vous le voulez bien, les amis. On va aller directement sur le profil de l'étape de demain. Alors demain, normalement, ça va être comme aujourd'hui, mais en plus facile, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas d'ascension. On arrive à Montargis, je vais essayer d'aller chercher un petit peu la météo Montargis pour voir si jamais il y a du vent de prévu demain. Alors on va aller sur lundi, après-midi, vent à 15 km/h, vent du sud, mais bon, c'est du vent assez léger, douce. Puis en plus, si le vent vient du sud, je pense qu'on descend, donc on devrait l'avoir plus ou moins de face. J'ai pas trop regardé le parcours le tracé, pardon. Je vais aller voir ça parce que je voudrais pas vous dire une énorme connerie. Tac, parcours. Donc j'ai dit vent du sud, deuxième étape. Au niveau de la carte, ah ouais, il n'y a pas le télécharger la carte. Tiens. Oui, voilà, donc ouais, ça ferait plutôt du vent de face, quoi, si je comprends bien. Mais de toute façon, 15 km/h, ça paraît quand même un petit peu trop léger. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de bordure demain. Il fait beau en plus, il y a du soleil, donc ça devrait être une journée plutôt tranquille, je pense. Salut Hui ici, tiens, qui nous rejoint également sur le live. Et comme d'hab, hein, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc demain, normalement, un sprint, la revanche des gros culs, entre guillemets, même si j'aime pas toujours ces termes un petit peu péjoratifs. Mais voilà, demain, on devra voir ce championnat du monde des sprinteurs. C'est certainement la seule vraie opportunité pour tous les sprinteurs. Parce que je pense qu'assisteront et à la colle sur loup, ils seront loin de tout se passer et qu'il y a peut-être plus de chances d'avoir une échappée ou tout du moins un sprint, mais en comité réduit. C'est pas sûr qu'ils aillent non plus au bout de la course, tous ces sprinteurs. Donc la vraie occasion pour les hommes rapides du peloton, c'est demain à Montargis. Et là, on devrait retrouver une belle bataille entre les hommes les plus rapides du peloton, en tout cas ceux qui sont présents sur la course. On va aller sur les autres épreuves du jour, si vous le voulez bien. Un petit tour vers le vélo féminin. Juste vous dire qu'Elisa Longo-Borghini, très performante hier, deuxième d'Estrade, a terminé en tête tout simplement du Trofeo Oro in Euro. Donc une course 1 point inscrite au calendrier Europe Tour. Dans le top 5, on retrouve Julie Bégaud, ça fera plaisir à l'ami Cofidis qui nous en parlait déjà. Il nous en a parlé pardon, à plusieurs reprises. Caroline Swinkles termine deuxième, Ruth Edwards termine 3, puis on retrouve Kim Katzo qui termine dans le top 5 en 5e position. Donc il y avait un petit peu moins de monde qu'hier et c'est logique, mais voilà, un plateau quand même sympa. Je vois Sylvia Persico, je vois Gaia Realini, je vois Nicola Noskova aussi dans le top 10, donc une belle petite course en Italie aujourd'hui et le Trofeo Euro in Euro.
Le Grand Prix Montserrat. Grand Prix Montserrat, alors j'ai pas tout vu, à vrai dire, j'ai juste vu les 20 ou 30 derniers kilomètres. J'ai vu que la décision était déjà faite, qu'on avait un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine de coureurs qui allaient se jouer la gagne. Et bah, ce petit jeu-là, c'est Jarne Van de Par qui s'est imposé. Gros week-end de la Lotto Destiny. Hier, Van Gils fait une belle performance. Van Edvelt au port du top 10. J'ai vu qu'Arnaud Vidar avait gagné aussi chez les amateurs aujourd'hui une épreuve de Coupe de Belgique. Et Van de Par bah, rapporte encore de précieux points à la Lotto Destiny, qui est parti tranquillement. Peut-être aussi parce qu'il y avait moins de pression cette année que l'an passé par rapport au point UCI. Et là, qui commence gentiment à tourner à plein régime avec des succès un petit peu à droite et à gauche, hein. On l'a dit hier, Greg Segart s'est imposé. Hier, c'était le Grand Prix Crique-Lyon. Aujourd'hui, nouvelle victoire pour Van de Par, cette fois-ci au Grand Prix Montserrat. Donc voilà, on sent comme un diesel, on commence à bien tourner du côté de la Lotto Destiny. Timothy Dupont, belle perf de Timothy Dupont, qui est vraiment un très très bon coureur, qui mériterait d'avoir sa chance plus souvent un peu plus haut, je trouve, parce qu'il est quand même assez rapide au sprint. Derrière, David Decker. Belle perf de Galvan pour la Kern Pharma. Des points aussi précieux pour Emilien Janière. Sa deuxième perf, hein, je crois d'ailleurs cette année à Janière, il me semble. Ouais, c'est ça, il avait fait sixième à Kurn il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est pas des grands résultats. Mais c'est des performances qui sont les bienvenues, qui vont faire du bien, je pense, au moral des coureurs de la Total Énergie. Alpecin de Koninck toujours un peu loin, c'est une constante, on le dit depuis quelques semaines, on le dit depuis quelques années aussi. En général, jusqu'à Parigny, jusqu'à Tirreno, jusqu'à même parfois au début du mois d'avril, on met vraiment le temps avant de mettre en route. Et là, on s'aperçoit que finalement, on est vraiment tranquille en ce moment du côté de la Alpecin avec le seul Ulick donc au sein du top 10 de ce Grand Prix Montserrat. À noter que il n'y a pas grand chose à dire côté français. On a que ouais, 3 coureurs dans le top 25 et encore Pierre Thierry et Jason Tesson sont assez loin. Donc il y a eu quelques Français qui ont fini assez loin du vainqueur, j'allais dire du leader de la course. On va parler du Grand Prix de Lillers maintenant, si vous le voulez bien. Le Grand Prix de Lillers, une course assez sympa, je trouve, qui était retransmise sur YouTube. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, je ne l'ai pas regardé, parce qu'entre Paris-Nice et le reste, j'avais vraiment pas le temps. Mais je voudrais quand même saluer la victoire d'Emmanuel Morin, parce que Samuel Leroux a déjà gagné. On se rend compte que Van Rissel, il y a une vraie belle dynamique depuis le mois de mai dernier, donc, et l'annonce du nouveau sponsor. On rappelle que la structure a failli s'arrêter, tout simplement. Et là, c'est déjà la deuxième victoire de la saison pour Van Rissel, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour les Nordistes qui, franchement, je trouve, font un très très bon début de saison. On retrouve Stéphane De Schuytener qui réalise aussi, je trouve, une belle perf. De Schuytener, il avait déjà brillé deuxième du Tour des 100 communes samedi. Et on signe une nouvelle belle performance. On retrouve Théo Delacroix aussi pour Saint-Michel-Mavic Aubert 93 qui fait quatrième de la course de ce Grand Prix de Lillers. Donc il y a vraiment des belles choses, je trouve, du côté des Conti françaises, notamment de Van Rissel, qui est, je trouve, assez intéressante sur le papier. Drege, donc, qui remporte le tour des îles Égées, je ne sais pas comment on les appelle en grec, en tout cas, je suis en train de bugger dessus, je ne sais pas comment on peut nommer la course, parce que visiter les îles du sud de la mer Égée, bon, ça fait pas trop rêver, enfin, visiter les îles du sud de la mer Égée, ça peut faire rêver, mais en tout cas, en termes de nom de course, c'est peut-être un petit peu moins le cas. J'en étais où? Oui, le trophée Porex. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois de ces belles petites épreuves du calendrier croate. Et c'est la deuxième victoire consécutive pour Mathieu Brennan, donc, qui fait partie de l'équipe de développement de la team Visma. On retrouve un Danois de l'équipe Decathlon AG2R Développement dans le top 3, et Noah Isidore qui termine cinquième. On va continuer de suivre ces courses du calendrier croate parce qu'il y a des bons petits talents à découvrir et que je trouve c'est très intéressant de se focaliser sur ces quelques noms. Où en étais-je? Tac tac, je continue à remonter. Salut à Biotime, tiens. Rivals, ouais, on va en parler de Rivals, promis. Une fois qu'on aura passé par Nice et Tirreno, on en parlera. La Lotto, nous dit Nassimopoulos, je trouve qu'elle est en train de supplanter la Quick-Step sur le plan national. Ouais, peut-être aussi sur le plan de l'enthousiasme, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des bons petits talents, et on en parlait hier avec Greg,
C'est vrai qu'on a tendance un peu à rodier son ADN du côté de la Quick Step, mais c'est pas forcément le cas chez l'auto. Bonsoir, on peut discuter ici, franchement, ou pas? Bah oui, mais après, encore une fois, ça n'engage que. Enfin, moi, vous savez à peu près ce que j'en pense de Pogacar, mais je ne veux pas non plus en dire trop sur le sujet, je l'ai déjà fait. Morin et Delacroix étaient rescapés d'une échappée quasi reprise à 10 bornes de l'arrivée, nous dit LCYCL, qui a réussi à résister avec le renfort de Haïbi. Ben, merci pour la précision, parce que je n'avais pas trop vu, j'ai juste vu le résultat brut. On peut causer, mais qu'elle fait comme base? Oui, non, mais après, c'est compliqué, hein, de toute façon. Puis chacun a sa sensibilité, vous le savez, sur cette question assez particulière et assez inhérente au monde du cyclisme, malheureusement. Donc voilà, on a à peu près fait le tour, je pense. C'était assez rapide. Je pensais qu'on mettrait plus longtemps que ça. On va parler quand même de Tirreno, parce que ça va un petit peu m'intéresser. Le parcours et les étapes de Tirreno Adriatico. Demain, un chrono entre Lido des Camailleurs et Lido des Camailleurs. On a un chrono de 10 bornes, on connaît tous un petit peu ce chrono. Je vous présente un petit peu le parcours. Deuxième étape un petit peu plate, entre guillemets, avec une arrivée à Follonica. Ensuite, on va aller à Gualdo Tadino. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Belle étape jusqu'à Giulianova, qui va faire un petit peu plus de 200 bornes. Valle Castellana, ça va être intéressant à suivre aussi, même si c'est pas archi difficile, mais on va avoir cette montée de Sion Giacomo qui devrait faire office de juge de paix dans une étape type Aprica, comme on aime bien les appeler. Ensuite, on aura cette arrivée au Monte Petrano qui devrait être très très difficile aussi sur le papier. Donc on verra bien ce que ça donne. Puis on aura cette dernière arrivée à San Benedetto del Tronto, donc de l'autre côté de la boîte italienne. C'est pour ça qu'on nomme la course des deux mers, bien entendu, parce qu'on a le côté entre guillemets de la Riviera et de l'autre côté un peu l'Adriatique, forcément avec San Benedetto del Tronto. La liste des engagés, la liste des partants plutôt de cette édition de Tirreno Adriatico, qui est intéressante aussi sur le papier, peut-être un peu moins costaud que Paris-Nice. Encore, on va vérifier ça tout tranquillement en passant en revue la liste des différents candidats aux victoires d'étape, à la victoire finale aussi. Et puis n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je ne vais pas faire une revue énorme non plus. Vous savez, quand je suis tout seul, je ne vais pas faire nom après nom après nom après nom, ça fait un peu répétitif. Donc si je loupe quelqu'un, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires, et puis on échangera sur lui, bien entendu, ensemble. Alors, la Jayco, on peut noter Caleb Ewan, je pense que c'est le nom pour moi à retenir. Philipsen pour Alpecin de Quenin, qui sera là pour les arrivées massives. On verra si Kevin Vauquelin est en mesure de jouer une place au général pour la Arkea BNB Hotel. Chez Astana, un nom à retenir, moi je dirais Fortunato. Je pense que c'est peut-être celui qui peut le plus briller sur ce Tirreno. Je ne vois pas Cavendish être capable de claquer une étape. Daniel Martinez, je l'ai trouvé très bon en Algarve. On ne l'a pas vu lors d'Estradé. Ça serait ma carte chez Bora-Hansgrohe. Chez Cofidis, c'est dur. Pourquoi pas Guillaume Martin? Parce que Zinglé, je ne l'ai pas trouvé très tranchant sur l'Estradé, très loin même. Après, il a peut-être été handicapé aussi par une blessure ou une chute ou un incident mécanique. Mais voilà, je dirais Guillaume Martin, en tout cas pour Cofidis. Chez Coratec, pas facile. On va essayer de viser les coups, de trouver une opportunité de s'illustrer. Ensuite, Decathlon AG2R, la mondiale. Je pense que Ben O'Connor est un des grands favoris de la course, tout simplement. Chez IF, on verra Benilli, très offensif, un peu chien fou, j'ai trouvé sur l'Estrade Bianche, qui attaque pas forcément au bon moment, mais un petit peu trop et un petit peu tout le temps. On verra ce qu'il en est, on verra où en est Carapaz aussi, on verra si on retrouve Paulès à un meilleur niveau. Pour la Groupama FDJ, je pense que ça va être un petit peu difficile pour le général, peut-être une victoire d'étape avec Romain de Grégoire, mais en dehors de ça, ça risque d'être complexe. On verra ce que veut Tom Pidcock aussi. Est-ce qu'il se contentera des étapes ou est-ce qu'il visera le classement général? Ghana devrait viser le premier chrono, lui en tout cas, puis on verra si Arensman joue lui le général. Chez Intermarché, Girmay sera un candidat pour les arrivées massives. On pourra noter que Froome sera au départ de Tirreno. On aura Tao Geoghegan Hart en leader de la Lidl Trek avec un Jonathan Milan qui sera candidat peut-être pour des succès d'étape.
peut-être aussi pour le chrono inaugural. Citons, si vous le voulez bien, Henrik Mas, qui débute sa saison. On aura Julien Alaphilippe normalement, après à voir dans quel état de forme est Julien Alaphilippe après sa chute sur l'Estradé. Tim Merlier, lui, visera les succès d'étape. DSM a une belle petite équipe, je trouve, au départ, avec Bardet, avec Poul, mais aussi Wehrmacht et Van Uden. Donc on verra ce qu'il en est. N'oublions pas Jonas Vingegaard, le grand favori de la course, bien entendu, en l'absence de Tadej Pogacar. Ken Uijtdebroek sera là pour l'épauler, tout comme Ben Tullet et Steven Kruijswijk. Et peut-être que son plus gros adversaire, entre guillemets, à Jonas Vingegaard, ce sera Juan Ayuso. Juan Ayuso, bien entouré aussi, avec Del Toro, avec Hirschi, avec Maika. On verra s'il arrive à se démarquer et à faire face à Jonas Vingegaard, qui n'est jamais à cette période-là de l'année non plus le Jonas Vingegaard du mois de juillet. Donc techniquement, il est prenable. On verra comment se situe Ayuso par rapport à lui, mais ça va être intéressant. Enfin, pour moi, c'est les deux grands favoris de la course. En 3, je mettrais l'ami Ben O'Connor, même si je le vois un peu moins fort, mais vu son état de forme, je pense qu'O'Connor peut sortir quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas même la victoire finale, hein, parce que je l'ai dit, Vingegaard en début mars, c'est pas non plus une assurance tout risque. Alors certes, il a écrasé le Grand Camino, mais on l'a vu à Paris-Nice l'an dernier, il avait été moins bon que Gaudu et Pogacar. Le parcours peut être piégeux sur Tirreno, les conditions peuvent être complexes, donc on verra bien ce qu'il en est, mais voilà, même si Vingegaard est le favori, je pense que c'est une des rares courses où, quand on voit un Juan Ayuso notamment au départ, il peut être battu. Et quand on voit la forme de Ben O'Connor aussi, pourquoi pas envisager une victoire du coureur australien. Donc je pense qu'on aura un beau Tirreno Adriatico. Je pense que ça... Enfin, j'espère. Je vais plutôt dire j'espère, parce que je pense quand même que Vingegaard est fort. Enfin, je l'ai trouvé fort au Grand Camino, même s'il y a toujours cette incertitude par rapport à la période de la saison. Donc, j'espère qu'on aura une belle lutte, comme j'espère qu'on aura une belle lutte, bien entendu, sur Paris-Nice entre les UAE, Evenepoel et Primoz Roglic. Alors, vos commentaires, avant de clôturer gentiment l'émission. Ça fait une petite demi-heure, c'est pas forcément archi long, mais vous le savez, quand je suis tout seul, forcément je déroule un petit peu plus, il n'y a pas de rebond, donc c'est plus dur de durer trop longtemps, surtout le week-end où il n'y a pas forcément d'actu, pas forcément de débat à lancer. En plus, on a fait une émission hier, donc là on a vraiment juste l'actualité du jour à débriefer. Alors, salut à Samuel, tiens. Une pub de 40 secondes, je sais pas, je maîtrise pas les pubs, enfin je les ai réglées au début, mais j'avoue que j'ai fait plus attention, mais après ça paye aussi les frais de serveur, etc. Tout ce qui est inhérent à la tenue d'un site web, bien entendu. Donc ça fait partie du jeu. Carapace sous-côté, Henrik Mas, ouais, on verra, mais c'est pas facile. Peut-être Martinez aussi sur le podium, on verra bien ce qu'il en est. Bref, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette émission. Je pense avoir fait le tour. Une petite info que j'ai vu passer aujourd'hui, c'est rare d'avoir des communiqués de presse le dimanche, mais ça avait été évoqué par certains sur les réseaux sociaux. Lukas Wisniewski a signé chez Bahrain Victorious jusqu'à la fin de saison. Donc bonne nouvelle pour le Polonais, qui était sans solution depuis la fin de l'année dernière, non prolongé par IF Education EasyPost. Il va occuper un rôle d'équipier modèle. J'ai lu dans le communiqué de la Bahreïn qu'il devrait commencer sur les classiques flandriennes. Donc très bien pour lui, une bonne nouvelle pour le coureur polonais, donc il va pouvoir poursuivre sa carrière au moins quelques mois supplémentaires. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche soir et nous, on se donne rendez-vous demain à 18h pour le débrief de la deuxième étape de Paris-Nice et de la première étape de Tirreno Adriatico. Bonne soirée à tous, ciao.